Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Et si on parlait vraiment d'ufologie. Et ce soir, eh bien, nous accueillons monsieur Marc Gray. Bonsoir Marc. Bonsoir tout le monde, enchanté en direct de Normandie, comme Antoine. Voilà. Et puis pour compléter notre fine équipe, nous retrouvons notre ami Pam. Salut Pam. Bien, bonsoir tout le monde, enchanté. Je vois qu'on a un invité. Eh oui, parce que à partir de ce soir, nous allons changer un petit peu la formule de Et si on parlait vraiment d'ufologie, et nous allons essayer d'avoir chaque mois un expert différent sur le sujet, le thème que nous allons aborder. Et comme ce soir nous allons aborder le programme secret spatial, eh bien nous avons demandé à Jean-Christophe de venir nous rejoindre. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir du Brésil. Enchanté et puis content d'être ici et participer à cette émission. Alors, ce soir, comme je viens de l'annoncer, vous en avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être des doutes là-dessus. Il paraîtrait qu'il y aurait des caisses noires dans un certain nombre de pays, particulièrement aux États-Unis, et avec ces caisses noires, eh bien voilà, qu'est-ce qu'ils en font ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir, et on va peut-être commencer directement le sujet avec Marc. Marc, pour toi, le programme secret spatial, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour moi, le programme spatial secret, ce sont des projets occultes, plus ou moins occultes en tout cas, puisqu'on a pu détecter les pistes des financements avec des enquêteurs indépendants ou des anciens de ces programmes qui en parlent. On a pu traquer ces budgets détournés par le Pentagone, dont on parle pas mal depuis un certain temps. Il y a une dame qui parle souvent de ça, qui détecte les traces de détournement de ces budgets colossaux, secrets qui sont destinés à des programmes, pas forcément uniquement le programme spatial secret. Elle s'appelle Catherine Austin Fitts. C'est la présidente d'une société qui s'appelle Solaris. Elle est ancienne responsable financière à l'urbanisme de l'administration Bush, et elle a pointé du doigt effectivement les énormes budgets mis de côté par ce gouvernement américain qui est destiné aux Black Projects et est lié directement à ce programme spatial secret, mais il n'y a pas qu'elle qui l'a pointé du doigt. Voilà, il y a des lanceurs d'alerte qui sont des anciens du programme, de ces programmes secrets dont on peut douter de l'authenticité, de l'honnêteté en tout cas dans tout ce qu'ils disent, mais dans leur désinformation, il y a énormément d'informations à glaner. Et il y a ceux qui sont aussi sincères et qui ne se sont pas encore fait rattraper par les vilains gardiens mafieux de la matrice et du système. Parce qu'un programme secret, ça doit rester secret, donc par conséquent, s'il est plus secret et dévoilé au grand public, pour moi, il y a quelques doutes sur l'authenticité de l'information. Voilà. Mais ces programmes secrets datent pas d'hier. Reagan en a parlé dans ses mémoires dans les années 80, en 85, où il disait clairement qu'il a, le 11 juin 85, pour être précis, Ronald Reagan, il a fait un aveu assez étonnant dans son journal présidentiel, donc et après c'est revenu dans les mémoires plus tard, dans les années, je ne sais plus, 2006 je crois, qu'il a déjeuné avec 5 des meilleurs scientifiques de l'espace. Ce fut fascinant, c'est Reagan qui parle, j'arrive pas à l'imiter. L'espace, c'est vraiment la dernière frontière et certains développements accomplis en astronomie s'apparentent à de la science-fiction, sauf qu'ils sont réels. Reagan a dit « J'ai appris que notre navette est de mettre en orbite 300 personnes navigant à bord. » Donc ça, quand même, en orbite, un vaisseau de 300 personnes, ça n'a jamais été fait à l'heure d'aujourd'hui avec le programme spatial officiel de la NASA nazie qu'on connaît tous, qui nous montre encore des fusées Soyouz d'il y a 40 ans, avec la même technologie. Donc voilà à quoi s'apparente le pseudo-programme spatial secret, donc un projet parallèle de développement bien plus avancé technologiquement et bien plus au niveau des financements à une hauteur phénoménale et donc astronomique au niveau des financements, et donc ces projets englobent toute la Terre en fait, ou en tout cas les pays du G20 selon beaucoup d'informateurs. Donc pas seulement les États-Unis, mais ce sont les États-Unis qui sont en tête de ce programme. Pour toi, Pam, ça a commencé quand tout ça ? Eh bien, ça commençait bien avant. On avait parlé, je crois, des entreprises nazies
Et il semblerait que déjà depuis 1920, les nazis avaient quelques soucoupes. Et j'ai dernièrement appris que, en fait, depuis la fin de la guerre de sécession, donc je pense 1865, il s'est créé une société à deux vitesses aux États-Unis. Et la partie favorisée a tout de suite bénéficié de technologies, disons, avancées. Ensuite, donc depuis 1920, il y a eu la suite, il y a eu le projet Paperclip, il y a eu William Tompkins qui en 1950 a commencé à faire des plans pour justement peut-être la navette de 300 personnes au minimum. Et pour justifier effectivement que c'est sûrement dans les programmes spatiaux secrets que sont investis les fonds secrets, enfin une grande partie, il me semble que c'est Dick Cheney qui, le 10 septembre 2001, a carrément avoué à sa grande stupéfaction qu'il manquait 2,3 ou 2,7 trillions de dollars dans les comptes. Et pour vous rassurer, je vous avouerai que j'ai dernièrement entendu que c'était passé à 4,7. Donc, trillions de dollars, ou quadrillions. Ah oui, quelque chose, ouais, quadrillions de dollars. Donc, voilà. J'ai aussi une nouvelle confirmation comme quoi la CIA étant quasiment le premier importateur et dealer de drogue aux États-Unis en tout cas, il y a de grandes chances pour qu'une grande partie de cet argent soit répartie et notamment peut-être vers la NSA, vers le NRO et gardons-en un peu pour la CIA aussi quand même. Quels sont derrière ces différents organismes vers lesquels ces fonds iraient? Alors, ces organismes, il y en a un paquet, donc je dirais le NRO, la DARPA, la CIA, la NSA, la NASA, le Majestic 12 qui chapeaute le tout, et tous ces projets qui ont des accréditations de sécurité de plusieurs types. Le top secret cosmique, le Cosmic Top Secret, tu as l'accréditation de sécurité de type Magic, donc c'est sûrement le MJ12 et non pas le Magic System. Il y a le Need to Know, il y a le Above Top Secret, alors donc c'est au-dessus du top secret. Il y a Umbra Ultra, donc, et il y a Keystone, il y a Secretum Omega, alors ça fait un peu maçonnique comme ça, et il y a le Rhyolite 38, alors celui-là je ne le connais pas, mais tout ça c'est basé sur ces projets secrets, que ce soit la zone 51 à Dulce et tous ces programmes qui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça remonte effectivement aux années 30 et puis à l'importation des cerveaux nazis qui ont aidé avec cette collaboration, l'opération Paperclip et Overcast, à confectionner, à améliorer en tout cas les progrès, les recherches qu'ils avaient fait sur des soucoupes nazis, de crash d'OVNI récupérés et également de collaboration avec des entités non terrestres. Donc il y a énormément de sociétés écrans et de paravents dont on ne connaît pas les vrais noms, en fait, des agences hyper secrètes et qui ont sûrement ces accréditations que je viens de citer. Donc on les connaît pas tous. Il y a un max de projets depuis la Seconde Guerre mondiale, en tout cas, mais si vous voulez en savoir plus, ne consultez pas forcément les 13 millions, je crois, ou 12 millions de pages qui viennent d'être déclassifiées par la CIA, qui a été mis en ligne depuis le début de l'année, là, 2017, parce que tout n'y est pas. Donc, ils ont mis 12 millions de pages de documents déclassifiés sur tout ce qui avait trait au programme Stargate, donc de contrôle mental pendant la guerre froide, qui était dédié aux capacités psychiques et de vision à distance, et aussi sur l'ufologie, sur les projets de recherche d'OVNI, etc. Donc, ils n'ont pas tout mis en ligne, même si on leur accrédite 12 millions de pages de documents déclassifiés. Ok. Alors, dans la liste des organismes pour lesquels, en fait, l'argent serait détourné, tu nous as cité, entre autres, le DARPA. Et ça tombe bien, parce que ce soir, on a demandé à Jean-Christophe de nous rejoindre. Et pour le coup, Jean-Christophe, le DARPA, il connaît bien parce qu'il y a travaillé. Tu y as travaillé quand exactement, Jean-Christophe, au DARPA ?
Alors, ça devait être entre 2004 et 2005. Non, pardon. Entre 2007 et 2009. Donc, j'ai travaillé là, dans les bureaux qui sont situés en Floride, en particulier assez près d'une base aérienne militaire. Donc, c'est une des principales bases du DARPA, en fait. Alors, le DARPA, toi, si tu devais le définir, alors j'aimerais bien que tu nous le définisses en 2 temps. La première définition, j'aimerais bien que tu nous en donnes la vision que tu en as eue au moment où, par exemple, tu as postulé, tu as candidaté pour être embauché là-bas. Tu en avais quelle vision, toi, du DARPA? Alors tout à fait, il faut à chaque fois quand tu rentres dans une entreprise nouvelle, tu as cette vision de cette entreprise. Quand tu y travailles, en général, cette vision reste plus ou moins la même. Et avec un peu de recul, tu commences à entendre parler un peu plus quand tu es dehors de cette entreprise. Donc, ce sont 2 points de vue qui sont différents. Alors, quand je suis rentré, c'est une opportunité à ne pas manquer. C'est une opportunité professionnelle pour apprendre, pour accumuler de l'expérience, pour avoir accès à des projets à haute valeur scientifique. Donc, je crois que chaque personne qui travaille dans ce domaine-là, en ingénierie par exemple, donc a ce rêve de pouvoir entrer dans ce genre d'entreprise. Et c'est un peu ça qui fait que vous n'êtes pas toujours les pieds sur terre et vous ne percevez pas toujours toutes les choses qui sont derrière le rideau, en fait. Mais c'était une entreprise incroyable parce qu'elle a beaucoup de moyens. Et c'est vrai que Marc en a parlé. Derrière justement le DARPA, il y a une entreprise ou un groupement, une agence secrète spatiale qui reçoit pratiquement tous les budgets du gouvernement, c'est le NRO. Et donc le DARPA dépend du NRO, du ministère bon, aux États-Unis, ça s'appelle pas ministère, mais le département de la Défense. Et donc, le DARPA reçoit beaucoup de moyens. Et donc, c'est intéressant quand vous rentrez dans une entreprise qui dispose de beaucoup de moyens, dans une époque où justement les investissements sont au plus bas. Donc, ça ouvre pas mal de voies, en fait. L'idée qu'on se fait du dehors, en fait, dedans, c'est ça, mais puissance 10. Avec à disposition des moyens technologiques importants qui sont parfois limités parce que c'est très, je ne sais pas comment on dit en français, compartimenté. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez accès à l'information dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser votre projet. Donc, ni plus ni moins. Et donc, voilà, c'est très simple. Il y a des personnes qui travaillent seulement pour pouvoir vous donner accès à ce dont vous avez droit. Voilà. Mais c'est bien. Oui, ça ressemble d'ailleurs un petit peu au fonctionnement des sociétés secrètes, c'est-à-dire que chaque cellule travaille en toute autonomie et il n'y a que quelques personnes qui arrivent à faire le lien de façon à ce que la cellule de droite ne sache pas ce que fait la cellule de gauche. Voilà, tout à fait, parce que bon, quand vous rentrez dans les bureaux, vous avez une carte d'accès. Cette carte n'ouvre pas toutes les portes. Vous avez un code d'accès qui n'ouvre pas tous les documents de votre ordinateur. Et donc, même pire, quand vous essayez de rentrer dans une autre porte, par une autre porte, là, ils savent exactement que vous avez essayé, quoi. Donc, dès le départ, ils vous expliquent, vous avez un coach. Il vous fait la visite, puis cette visite, elle se transforme en une, comment je vais dire, une formation. Et donc, durant la formation, on vous explique bien clairement qu'il y a des portes où vous n'allez pas passer, et c'est même meilleur de ne pas tenter d'y passer, quoi. Et ceux qui sont accrédités d'ailleurs pour passer dans cette pièce,
c'est des gens, ils ont quoi comme fonction particulière? Pour passer les pièces, bon, non, vous savez, bon, on fonctionne par projet. Hein. Donc, chaque projet, moi, le projet sur lequel j'étais, c'était UAVs, donc les drones. Donc, ce sont toutes les personnes qui sont habilitées à travailler sur ce drone. Il y a des personnes qui travaillent sur d'autres projets aussi, donc ils ont accès à d'autres portes. Mais donc, à part ça, vous avez le coach ou le facilitateur, et lui, il a accès à d'autres projets. En fait, il a en dessous de lui, il a différents project managers, il a différents ingénieurs qui sont en dessous de lui. Et puis, bon, lui, il a accès à plus de portes. Et puis, bon, ben, j'imagine qu'au-dessus de lui, il y a le directeur du centre, et puis, bon, il y a les directeurs régionaux, et puis, bon, les chefs de programme. Voilà. Alors du coup, quand on a une accréditation comme celle que tu avais, qui était au final peut-être pas celle des plus importantes, qui permettait d'ouvrir les portes les plus secrètes, finalement, toi, tu travaillais comme dans n'importe quelle entreprise technologique, il n'y avait rien qui t'inquiétait au moment où tu y étais. Voilà, tout à fait. Bon, on se pose quelques questions. Hein. C'est sûr que ce n'est pas une entreprise comme les autres. Parce que, premièrement, c'est une entreprise militaire. Hein. Deuxièmement, vous n'êtes pas de la nationalité du pays où vous êtes employé. Et puis, bon, vous n'êtes pas du gouvernement. Hein. Donc, ce sont des choses qui limitent plutôt votre avancement. Cela dit, ils sont très clairement à la recherche d'opportunités, d'avoir avec eux des collaborateurs de haut niveau. Donc, parfois, c'est du donnant-donnant, quoi. Comme ce centre-là, en Floride, il est très spécialisé en matière de drones. Donc, cette accréditation, elle ouvrait pas mal de portes parce que, bon, pratiquement 60% du centre avait une relation avec ce dont je faisais, quoi, ce dont je travaillais. Alors moi, j'ai une question, Jean-Christophe, s'il te plaît. Je vais rentrer tout de suite dans le sérieux. J'aimerais savoir si tu étais chapeauté par une charmante secrétaire, peut-être blonde. Non, c'est un peu bizarre, mais j'ai travaillé pour des entreprises internationales antérieurement à celle-là, même des entreprises nord-américaines. Et il y avait toujours des secrétaires, mais là, dans le centre, il n'y avait pas beaucoup de moyens donnés pour ce genre de secrétaire, recevoir les appels. Parce que de toute façon, les appels sont tous des appels internes. Donc, il n'y a pas d'appels qui viennent de l'extérieur. Il n'y a pas vraiment des difficultés pour agencer ou régler des réunions avec des sous-traitants, quoi. Donc, non, des secrétaires, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, ça c'est le fantasme de Pam. Alors, du coup, au fil de ces années, donc tu as passé à peu près 2 ans, ça se passait comment? Est-ce que tu sentais, je sais pas, que tu étais constamment sous surveillance? Est-ce que tu réussissais à avoir des relations avec tes collègues en dehors du boulot? Alors c'était vraiment chacun de son côté, et puis on parlait surtout pas de Voilà. boulot. Ça se passait comment? Qu'est-ce qui t'a inquiété finalement? Bon, ben sur le moment, ce ne sont pas des inquiétudes. Bon, je vais essayer de répondre à tes questions. Si on est surveillé, bien sûr qu'on est surveillé. En particulier à cette époque-là, on devait avoir une relation très étroite avec le IT management. Alors, c'est quoi le IT management? C'était le gars qui s'occupait de toutes les connexions informatiques et toutes les connexions en général, que ce soit avec votre téléphone portable, que ce soit avec votre ordinateur, et parfois même quand vous deviez emporter votre ordinateur portable à la maison ou sur d'autres sites. Donc, très clairement, il y a une équipe IT qui suit de très près ce que vous faites sur le réseau. Bon, ça c'est un. Après ça, s'il y avait des choses qui vous inquiètent,
Vous avez pas mal de coachs, hein. Vous avez votre manager, vous avez des coachs, et partout et n'importe quand, vous avez des réunions pour pouvoir vous tranquilliser en fait. Donc moi j'appelle ça des cours de tranquillisation. Hein. On vous dit non, ça c'est pas de problème. Oui, mais ça te mêle pas de ça. De toute façon, ça n'a rien à voir avec ton projet. Donc, mais il y a des choses qui sont qui appellent à la question. Ça, moi, dans le projet où je travaillais, enfin c'est le projet sur lequel je travaillais, il y avait d'énormes questions, en particulier sur je sais pas si c'est un mot français, l'implémentation ou des composants qui se trouvent dans le drone en fait. Donc là, après quelques mois, vous savez que le cahier des charges qui vous impose, hein, va être très très difficile à réaliser. Bon, ben, le cahier des charges, c'était en particulier un cahier des charges très 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 difficile. C'était celui, par exemple, d'avoir une autonomie de 24 heures. Bon, une autonomie de 24 heures pour un objet volant, c'est c'est un peu utopique en fait. Hein. Quand vous êtes dans le monde de l'aéronautique, vous savez que c'est très difficile. Mais vous rentrez dans le jeu parce que vous dites bon bah il y a peut-être d'autres technologies qui sont disponibles. Et donc moi, quand je suis rentré, on parlait très clairement de différentes formes d'énergie pour pouvoir arriver à cette autonomie de 24 heures. En particulier, c'était un système hybride. Donc, on travaillait sur un système hybride qui à la fois collectait l'énergie avec des cellules photovoltaïques, un système d'hydrogène avec un réservoir d'hydrogène, des batteries. Et donc, tout ça ensemble pouvait théoriquement augmenter l'autonomie de quelques heures, quoi. Mais là, Jean-Christophe, même moi qui suis pas tellement technicien, quand tu me fais ce genre de description, je me dis que finalement, effectivement, c'est l'hybridation de technologies que l'on a tous les jours. Il n'y a rien de très innovant. Est-ce que à un moment donné, on t'a mis sur la piste de technologies qui te paraissaient vraiment très très en avance par rapport à ce que tu pouvais connaître? Moteur magnétique. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, quand vous avez accès à... Bon, moi, mon champ de travail, c'était au niveau du drone, c'était l'aérodynamisme, hein, l'aérodynamique de l'objet et l'implantation des éléments dans la structure interne de l'UAV. Donc, à un moment donné, on reçoit, après quelques mois de travaux, c'était très intéressant, mais on a eu une réunion avec un plan en 3D et tous les ingénieurs responsables du projet étaient réunis et l'implémentation d'un nouveau module. En fait, il y avait deux modules. En fait, mais bon, je parlais du premier qui permettait une autonomie pratiquement illimitée. Donc, si on écoutait le chef de projet, c'était une autonomie. C'était même plus le problème numéro 1, en fait, l'autonomie. Donc, quand il a montré, en fait, il n'a pas montré le module ou cette pièce qui vient dans l'UAV, dans la structure du UAV. Il n'a pas montré la pièce, mais vous devez en fait travailler en fait le volume interne dans la structure. Et donc, avec les modifications, pour moi, c'était impossible. Il n'y avait pas des technologies courantes, même très modernes, même très avancées, qui permettaient d'utiliser un volume de temps aussi restreint, en fait. Donc, après quelques jours, parce que c'est assez impressionnant, on vous dit non, cette partie, vous vous en occupez plus, c'est réglé. Donc, vous agencez toutes les pièces autour de ça.
vous recevez les détails techniques. Et là, vous dites, bon, ben, ça fonctionne pas avec de l'hydrogène, ça fonctionne pas avec des cellules photovoltaïques, ça fonctionne pas avec de l'hydrogène, ni la pression d'air, ni bon, rien du tout de ce qu'on connaît. Et donc là, il y a des choses qui viennent à l'esprit. Par exemple, en particulier à notre ami génie Tesla, qui parlait de la production d'énergie électrique sans difficulté, sans réaliser un travail avant l'obtention d'énergie électrique. Donc, En fil. Voilà, sans fil, et donc voilà. Donc il y a cette technologie et qui est en fait en relation. Donc en fait, à cette époque-là, on avait deux pistes pour les personnes qui essayaient de comprendre un peu. Donc vous avez cette notion de production d'énergie totalement libre et facile, et vous avez une autre qui consiste à utiliser l'énergie ambiante. Et là, en particulier, moi, je pense aux chemtrails, aux particules métalliques qui sont hautement conductrices. Vous envoyez un champ magnétique dans ces couches hautes de l'atmosphère où vous avez ces particules métalliques. Vous avez ce même effet que actuellement vous avez certains téléphones portables, et puis vous n'avez même plus besoin de les connecter avec un câble, vous les connectez sur une plateforme et puis ils se chargent. Donc c'était deux pistes en fait. Donc il y avait celui-là, et puis bon, il y a eu un autre projet aussi sur l'UAV. Donc là, ça nous a totalement impacté. C'était celui, en fait, on n'avait même plus besoin d'hélice, on n'avait plus besoin de moteur électrique, on n'avait plus besoin de système de propulsion particulier. Donc ça rejoint très clairement l'idée d'un système anti-gravité, enfin gravité. Donc ça, c'était pour moi, c'était assez clair. Mais là encore, quand vous êtes dans l'œuf, vous voyez pas ce qui pourrait faire problème à utiliser cette technologie en fait. Oui, quand tu es dedans, effectivement. Alors, toi, Pam, ça t'évoque quoi, ça? Le fait que, voilà, du jour au lendemain, on dise à ces ingénieurs, bon, vous n'avez plus besoin des cellules photovoltaïques, de l'hydrogène, de votre vélo à pédale. Il y a juste besoin de mettre dans le drone la place pour quelque chose qui a ce volume-là. Eh ben, moi, je me dis que tant que je suis au boulot, eh ben, voilà, on va faire avec. Par contre, quand j'y suis plus et que je vois le reste de ma famille qui vit comme au Moyen-Âge, le reste du monde qui vit comme au Moyen-Âge, qui se massacre à cause de ça, qui en meurt, qui se pollue, qui a des accidents, parce que je suppose que certains moyens évitent les accidents aussi, eh ben, ça doit me serrer un peu le cœur. Oui. Si je peux commenter très clairement, quand vous travaillez pour des entreprises comme celle-là qui utilisent des technologies très avancées, en général, les projets militaires sont les premiers à utiliser les avances technologiques. Et puis bon, vous avez l'espérance qu'un jour vous allez rencontrer cette technologie librement dans le civil, mais en fait, c'était pas le cas du tout. Ben, c'est d'autant moins le cas qu'il semblerait là aujourd'hui que tous ceux qui font des recherches ou qui récriminent contre les Wi-Fi et autres avancées technologiques se voient on les fait taire. Et qu'en général, ce sont les services secrets qui font ça, et quand il s'avère que les services secrets sont devenus le bras armé des entreprises qui sont justement, peut-être le DARPA entre autres, à la pointe et avec d'autres technologies à leur disposition. Donc, le DARPA n'a aucune orientation, n'a pas pour but de faciliter la vie du civil. C'est une entreprise qui a des fins militaires et de protection du gouvernement. Donc, quand je parle du gouvernement, ça fait partie aussi de ce qu'on appelle aux États-Unis du Homeland Security, ou Homeland Security Care, qui est en fait la défense du pays en fait en interne. Donc c'est pas vraiment des programmes qui visent à
faciliter à gagner des guerres avec les pays externes. Pas du tout. En général, ce sont des projets qui sont internes. Alors là, vous vous posez la question, pourquoi en interne? Pourquoi pas, si ce n'est pas pour se protéger des étrangers ou des pays hostiles. Donc là, c'est pas très compliqué quand vous sortez de tout ça. Vous comprenez que le DARPA, il travaille pour justement défendre le gouvernement des attaques des civils. Oui, mais en même temps, la façade, la vitrine du DARPA, c'est des construire ou comment dire, à donner des béquilles technologiques presque transhumanistes au grand public. Ça, c'est la carotte. Et en montrant cette carotte médicale, d'avancée médicale pour les paraplégiques ou les estropiés, etc., ils montrent toujours des soldats qui reviennent des terrains de bataille, donc des champs de bataille qui sont estropiés, qui ont été réparés mécaniquement par la robotique de la DARPA. Mais il y a eu la fuite d'un document confidentiel, justement, qui parlait d'un projet de contrôle de l'esprit de la DARPA, qui a suscité même un procès, en fait. Parce que il y a toutes ces technologies de stimulation magnétique transcrânienne, donc la TMS, et l'objectif du programme, c'était de perturber à distance tous les dissidents politiques, tous les extrémistes, enfin bref, tous les rebelles du système, par la stimulation magnétique transcrânienne, donc qui stimule le lobe temporal du cerveau. Donc le contrôle mental à distance, c'est aussi l'un des objectifs qui est dérivé du programme MKUltra des années 50, américain, donc par la CIA, mais c'est un des objectifs, le contrôle mental principaux de la DARPA. D'ailleurs, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ben, moi, j'en ai pas entendu parler, mais en fait, ça me fait penser à ce film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où la population était totalement zombifiée avec le contrôle des téléphones portables, des antennes. Donc, tout à fait. Donc, c'est vrai que toutes ces antennes. Secret, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, toutes ces antennes téléphonie donc c'est devenu très pesant, je pense, et puis bon, ça pourrait très bien contrôler notre chimie mentale, je crois que je crois qu'ils y sont arrivés, en fait, Oui, pour moi, ça serait pas très compliqué, parce qu'en voyant ce qu'ils ont fait auparavant et la technologie qu'ils ont actuellement, pour moi, c'est déjà case closed. C'est déjà. Les armes à hyperfréquence sont même répertoriées et brevetées. Donc, il y a certains brevets de la DARPA, d'ailleurs. Donc c'est du noir sur blanc, c'est clair et net. Et justement, tous ceux qui sont électromagnétiquement sensibles, donc il y a eu une commission bioéthique qui a été mise en place justement par des lobbies citoyens, par Obama, je crois que c'était en 2009, et donc il est obligé de considérer des témoignages de ces personnes qui sont électrosensibles à cause de ces technologies à hyperfréquence, donc de technologie mentale. Il y a aussi d'autres questions que je voulais te poser par rapport à la DARPA, parce que moi j'avais reçu Alfred Weber, qui est un ami de Andy Basiago, je ne sais pas du tout si tu le connais, c'est cet avocat de Seattle qui prétend avoir participé à un programme de la DARPA dans les années 60-70 qui aurait téléporté des milliers d'enfants à l'époque. Voilà, le projet Pégase, en fait, Pegasus, et qui avait récupéré également le chronoviseur du Vatican, qu'il avait redéveloppé à sa sauce avec la CIA, et la DARPA, donc, et qui aurait donc permis de visionner dans le futur, et également d'envoyer des enfants d'un point A à un point B sur le territoire américain, voire même sur Mars. Ça, c'est les dires de Andy Basiago et de certains autres témoins, dont du projet Montauk aussi également. Donc, je ne sais pas si tu es au courant par rapport à la DARPA de toutes ces allégations. Bon. En général, Marc, il y a une chose, et bon, malheureusement, on est victime un peu tous de cette manipulation mentale. Ce qui se passe, c'est que, bon, au jour d'aujourd'hui,
je me sens pratiquement assez fier de pouvoir avoir eu cette expérience. Donc parfois c'est un peu difficile pour moi de critiquer une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, mais bon, au jour d'aujourd'hui, le DARPA il a plus de 250 programmes. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas très catholiques, on va dire, dans ce genre-là. En ce qui concerne cette relation, je peux pas te garantir, mais je peux te parler d'une chose que j'ai vue là. C'est que beaucoup de projets sont reliés les uns aux autres physiquement, géographiquement et physiquement. Je ne parle pas de téléportation, mais je parle de moyens de communication entre ces différents endroits en fait, des États-Unis. Et justement là où on était, il y avait un genre de moyen de transport, un train, hein, qui passait dans des tunnels en fait. Donc ces tunnels, je peux pas dire exactement parce que je n'ai pas de preuves, hein, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, ce sont des tunnels qui ont plus de 2 à 3 000 kilomètres de distance entre point à point. Et la technologie qu'ils utilisent pour passer d'un point à un autre, c'est pas une technologie qui est très commune. Hein, c'est une technologie avec des trains de très haute vitesse qui passent un peu plus, ou un peu moins de la vitesse du son. À peu près, je crois que c'était 620 miles par heure, et donc ils utilisaient des champs d'induction magnétique pour pouvoir diminuer la densité de l'air devant et derrière ce module de train en fait. Mais cette téléportation, malheureusement j'ai pas eu beaucoup d'idées là-dessus, non. J'ai vu un article là où il semblerait qu'il y a eu une équipe de SEAL qui a été téléportée des États-Unis jusqu'à une base en Allemagne et qui avait fait ça plusieurs fois. Et donc, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais c'était pas la version Terminator où il doit être tout nu. Hein, c'est les gars, ils partaient avec armes et bagages. Il paraît qu'il y a de temps en temps des ratés, mais bon. Quand la fiction, quand la réalité dépasse la fiction, je crois qu'on est arrivé à une époque où on est en plein dedans. En fait, on a été éduqué avec pas mal de films de science-fiction. Hein, et puis aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à une situation où la science-fiction est encore bien derrière la réalité, en fait. En fait, dans science-fiction, la seule fiction, c'est le mot fiction. Voilà. Et science, c'est pas vraiment non plus. C'est de la magie. Voilà, c'est un peu de la magie. C'est un peu comme le CERN. Hein. J'ai vu une vidéo cette semaine du CERN qui était pour moi très très inquiétante. Hein, où très clairement ils avaient accompli leur but d'ouvrir des portes sur d'autres dimensions. Donc ça pourrait être aussi par ce moyen qu'ils ont réussi à faire des téléportations. Hein. Parce que ces CERN, il y en a un peu partout dans le monde. Hein. C'est pas seulement en Suisse. Hein. Donc il y en a aux États-Unis aussi. Et en Afrique du Sud. Le dernier qui officiellement avait fait ça, c'est donc John Dee, sous le règne de la reine Elisabeth, en contactant les macrobes, qui sont donc dans une autre dimension. Tout à fait. Alors attends, là je suis perdu, Pam, c'est quoi cette histoire ? La reine Elisabeth s'était associée avec un alchimiste, ésotériste, occultiste qui était nommé John Dee et qui était rentré en communication en transe ou par le biais aussi d'une pierre avec des macrobes. Des macrobes lui ont communiqué le langage d'Enoch, ce qu'on a appelé le langage d'Enoch. Et que John Dee devait apprendre, mais qu'il n'a pas appris et que donc les macrobes lui ont inculqué en 20 minutes à grande douleur, paraît-il, pour John Dee. Et la morale, pour couper court, c'était qu'il avait reçu comme message, la reine avait reçu comme message, qu'elle pourrait s'échapper de notre sphère actuelle qu'à partir du moment où il maîtriserait le silicone.
Or, nous sommes à l'âge de la silice et du silicone, puisque tous nos ordinateurs en sont bourrés et fonctionnent grâce à ça pour l'instant. D'accord. Ok, je comprends mieux le lien. On peut craindre qu'on y soit, quoi. Pour revenir à la DARPA, donc c'est de la robotique, c'est la fusion de l'homme et de la machine, donc le soldat, le super soldat, tout ce qui est cyborg, technologie. Modification génétique également peut-être, le contrôle mental, l'invisibilité, bref en tout c'est de la conquête, la guerre, la prédation, quoi, le contrôle de son prochain quelque part. Donc il collabore avec le NRO. Pour en revenir aux drones, parce que toi tu as travaillé sur les drones, j'ai vu les petits insectes de la DARPA. Tu sais, tu connais les insectes qui ressemblent à des moustiques ou des abeilles ou des guêpes qui envoient, vraiment c'est la version mini du drone. Les buts cachés seraient d'inoculer peut-être des gens spécifiques ou des régions spécifiques avec quelque chose. Voilà, donc ça aussi, il y avait d'autres programmes de ce genre-là, mais ça faisait partie aussi du travail du centre. Donc c'est ces petites entités donc travaillent avec des dimensions microscopiques. Donc elles sont auto-alimentées, elles sont autonomes. Elles ne fonctionnent déjà plus avec des batteries, elles fonctionnent avec l'énergie disponible dans l'air, dans l'ambiance. Et donc, ces particules microscopiques peuvent être séparées, peuvent travailler en groupe. Et puis, un détail important, mais ça, c'est vraiment pas non plus du top secret, mais ces particules, ces éléments, en fait, mécanisés, ont la possibilité d'entrer dans le corps par les voies aériennes, par les voies sanguines, par les voies oreilles, des yeux, la bouche. Et elles ont différentes fonctions. Vous avez ces petites entités qui ont un but de destruction, autres qui ont un but de contrôle, destruction par explosion, implosion, explosion, contamination avec des toxiques, et puis le contrôle aussi pratiquement mental, puisque certaines arrivent au système digestif et en relâchant certaines toxiques contrôlent votre mental. Donc ils se sont inspirés, c'était un projet qu'on a eu l'opportunité de voir là, c'était une présentation assez incroyable. Donc en fait, ils avaient repris l'histoire d'un petit parasite qui rentre dans le crâne d'une fourmi en Afrique, puis cette fourmi rentre dans le système digestif de la vache quand elle commence à manger. Puis vous voyez la fourmi, elle reste totalement paralysée par ce parasite. Et puis bon, ce parasite rentre dans le système digestif de l'animal, de la vache en particulier, pour pouvoir se reproduire. Mais ces petits éléments, ces parasites sont des parasites mécanisés, parasites qui rentrent dans votre corps pour pouvoir vous contrôler en fait. Et ça, c'est aussi ça existe déjà. C'est pas. Il y avait un parasite aquatique qui qui contaminait les poissons, qui ne fuyait plus devant le héron, et donc se laissait manger par le héron et faisait tout ce travail-là dans l'appareil digestif du héron, qui laissait ses fécasses et retournait à l'eau et réinfectait le poisson. Donc là, pour l'instant, ça tournait en vase clos. Je ne sais pas si c'était une manière d'amener ce dont tu parles là. Sinon, je suis encore plus inquiet, ça se voit pas tellement, mais que d'habitude, parce que nous, on parlait déjà, grâce au chemtrail et au Wi-Fi, d'une sorte d'amidonnage du cerveau et même du corps de tout le monde, puisque tout le monde en a pris, puisque les chemtrails, c'est des nanoparticules, et que la smart dust, c'est des nanobots, c'est-à-dire des minuscules appareils autonomes, autoréparateurs, auto-assembleurs, qui petit à petit, au fur et à mesure des chemtrails, peuvent acquérir les derniers éléments qui leur manquent. Tu nous dis qu'en plus, ils fonctionnent à l'air ambiant. J'adore.
Et moi, je dois pousser ma voiture parce que je suis en panne de batterie. J'adore. Ouais, mais ils sont totalement autonomes. C'est à ça que sert pour moi, c'est à ça que sert principalement les chemtrails. Il y a deux fonctions pour les chemtrails, pour moi, selon mes investigations. C'est justement euh, la magnétisation ou comment Oui, magnétisation. la Ah oui. conductivité de l'air ambiant pour pouvoir transporter l'énergie. Et l'autre, c'est tout ce qui est modification génétique. Mais pour moi, la partie principale, c'est la magnétisation de l'air ambiant pour qu'elle soit plus conductrice, justement pour tout ce qui est ces petits éléments-là ou d'autres éléments plus importants, comme le CERN. Hein. J'ai vu cette semaine cette vidéo qui était très très inquiétante. Hein. Et puis bon, ils en parlaient en fait dans cette vidéo que le chemtrail, là, c'était très clair. Il y avait une photo très clairement montrant que ça faisait partie du fonctionnement du CERN pour pouvoir ouvrir d'autres portails. Alors là, je veux rassurer tout de suite tous ceux qui voudraient résister et provoquer un mouvement de foule ou quoi que ce soit. Une autre utilité des chemtrails, grâce au barium et au strontium, je crois, c'est de transformer l'atmosphère en possibilité d'avoir, derrière le radar, une représentation 3D de l'espace. Et comme nous en avons absorbé aussi, nous sommes donc, on voit nos personnages, et pour savoir qui c'est, entre notre portable, notre carte bleue et peut-être même l'étiquette de la dernière fringue qu'on a achetée avec notre carte bleue, donc qui donne notre identité, on connaît même les identités des personnes. Donc restons calmes, réfléchissons. Je voudrais donner un petit détail technique justement, parce que c'est un des éléments très importants du DARPA, c'est l'élément STILS. Le STILS, c'est quoi? C'est l'invisibilité. C'est justement de ne pas pouvoir détecter par exemple, les véhicules ou vous-même. Et donc justement, les UAVs modernes font partie de ces éléments, de ces véhicules qui sont STILS. Alors justement, le STILS, il a besoin pour pouvoir fonctionner à 100% de travailler dans une atmosphère qui est propice à ce phénomène STILS. Et justement, je ne sais pas si vous savez, mais le chemtrail justement sert justement à augmenter cet effet STILS pour les avions, les avions militaires, les drones. D'accord, donc l'invisibilité, c'est une couverture aussi de l'écran de projection qu'est notre ciel, en fait, quelque part. Donc, tu veux dire style par immobile ou stealth par furtif? Stealth et furtif. Stealth et furtif. Donc, c'est pour maintenir ces véhicules furtifs au radar. Il y avait un scientifique japonais qui avait montré la petite cape à travers de laquelle on voyait derrière lui. Et on avait remarqué, je crois, pendant la première guerre du Golfe ou dans les années 2000, des soldats qui étaient récupérés par un véhicule blindé de transport de troupes. Et on voyait un effet de vitre un peu moiré qui traversait l'écran en courant, deux d'ailleurs, et qui montait à bord de l'appareil, qui venait de s'arrêter là après avoir sauté sur une mine, sans grand problème d'ailleurs. Donc ils ont déjà des habits aussi, ce n'est pas qu'une peinture pour mettre sur les carrosseries. Hein. Ça fait partie du chemtrails ou de la propagation de ces produits chimiques sur des lieux de guerre, des endroits de guerre. Et donc la conductivité, le projet HARP, par exemple, est-ce que ça serait lié aussi à la DARPA ou pas? Là, je peux pas te répondre, Marc. Je n'ai pas connaissance d'une relation ou une collaboration avec le HARP. Je sais que les chemtrails font partie du programme Stealth du DARPA. Et ça, oui. Le HARP, je peux pas te répondre.
D'accord. Ok. Mais au niveau de la technologie rétro-ingénierée ou récupérée, Back engineering. oui, back engineering, donc récupérée. Donc, est-ce que toi, tu vois une technologie non terrestre en lien avec ces découvertes qui ne sont pas révélées au grand public, par exemple, ou est-ce que c'est purement terrestre, ce que tu penses être? Est-ce qu'il y a une présence exogène dans cette technologie? Extérieure. Dans le cas, dans le cas du projet UAVs, les deux choses dont je vous ai parlé antérieurement, ça pourrait être des technologies humaines. Par contre, il y a toujours la question pourquoi c'est pas libéré, quoi. Hein, pourquoi parce qu'en fait, vous savez que tant Obama que Trump, ils ont vendu et ils vendent des technologies à d'autres pays. Donc pour moi, c'est la question. Dans mon cas, ça pourrait être des technologies à l'origine humaine, très clairement. Très clairement. Mais c'est tellement avancé. C'est comme l'antigravité. L'antigravité, Tesla en a parlé beaucoup. Il y en a encore. Je suis un Nord-Américain qui parle beaucoup de ça, un génie aussi du magnétisme. Donc, ce sont des technologies qui posent encore beaucoup de problèmes à des scientifiques qui n'ont pas accès à ces technologies. Donc, si ça a été facilité, c'est très possible que ça soit facilité à un moment. Mais moi, personnellement, je suis un peu sceptique, hein, en fait. Je suis un peu sceptique. Je pense que ça a été découvert. Hein. En particulier, je me souviens, j'ai vu des vidéos là durant la seconde Guerre mondiale que Hitler a envoyé des navires là en Antarctique, hein, et puis qu'ils ont commencé à travailler sur du back engineering. Donc ça peut être la source. Ça peut être la source de l'antigravité, mais c'est difficile à dire en fait, puisque c'est déjà pas une technologie qui est à notre disposition, civilement, je vais dire. Jean-Christophe, Donc, je tiens à te rassurer, c'est une catastrophe, à mon avis. Hein. Quand tu regardes l'évolution politique de nos libertés et de nos droits de parler et de nos droits de penser, quand tu constates que tous ceux qui se sont intéressés à ça soit ont perdu tout financement, voire même les banquiers qui devaient les financer, qui étaient encore favorables, ont été faire une croisière sur le Titanic. C'est pas de bol, hein. Enfin, quand je dis c'est pas de bol, c'est un peu exprès. Quand tu constates les effets des chemtrails, du Wi-Fi, de la culture télévisée, on fait tout en sorte que le troupeau humain redevienne encore plus troupeau que ce qu'il n'était, et je crains fort que ça tourne très très mal pour les esprits libres, pour l'humanité tout entière. Parce qu'évidemment, quand on n'est pas stimulé ou qu'on est mal stimulé, l'être humain suit le mouvement et donc finit en état de zombie. Et nous sommes des zombies. Hein. Nous sommes des zombies en fait. Hein. Quand chaque fois on regarde un film de zombies, c'est très clairement une proclamation, une critique, une autocritique de la masse. On est tous des moutons, on est tous des zombies, et puis ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, et ça serait tellement facile à entrer dans cette situation. On coupe l'électricité, on coupe le transport, on n'alimente plus en pétrole, et puis voilà, tout le monde va devenir fou, et puis on va tous devenir des zombies en fait. Hein. Donc moi je vois pas de porte de sortie, hein, malheureusement. Est-ce que il y a une agence au sein de la DARPA ou qui travaille avec la DARPA qui se spécialise dans les virus, tu sais, comme les programmes de virus spéciaux de l'armée américaine. Est-ce que c'est lié aussi à la DARPA ou c'est des agences externes, ça? Bon, il y a pas mal, Marc, il y a pas mal d'entreprises de sous-traitance, hein, parce qu'en fait, le DARPA, c'est seulement 250
personnes du gouvernement, et puis le reste, ce sont uniquement des personnes extérieures, des sous-traitants. Donc, très clairement, il y a des programmes qui sont liés au DARPA et qui travaillent pour les virus, pour ce genre de guerre biologique, très très clairement, très clairement. Et je pense que si un jour nous avons un problème au niveau national ou international de virus, c'est très clairement, ça pourrait très bien venir du DARPA en fait. Quand je parlais tout à l'heure de ce phénomène entre le héron, le poisson et le petit parasite, il y avait donc les docteurs qui en parlaient, disaient qu'une partie de l'humanité était sûrement déjà touchée à cause peut-être d'avoir consommé de la viande crue, du poisson cru, ou peut-être même un bain non protégé, enfin je veux dire pas en piscine avec une eau chlorée à outre mesure. Et ils avaient constaté ça parce que ils regardaient les caméras d'enregistrement des autoroutes et des carrefours et ils constataient qu'il y avait beaucoup d'accidents où les gens ne réagissaient pas. Et tel le poisson, d'ailleurs, on fait un premier pas, on voit la voiture et on n'a plus le réflexe de se retirer, de se reculer. On donne plus le coup de volant qui permet d'éviter le choc. Et ils avaient dit peut-être bien que 10 à 15%, c'est un vieil article qui doit dater de 15 ans maintenant, 10 à 15% aussi de la population devait être touchée. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'aujourd'hui, ils enchaînent. Hein. Je pense que si ce ne sont pas des parasites, ça travaillerait avec des ondes ou des fréquences particulières pour nous rendre moins réactifs. En plus, oui. Voilà. Pour moi, c'est et je peux vous parler un peu de mon expérience ici au Brésil, un peu. Hein, bon, quand je suis arrivé ici dernièrement, j'ai été frappé par ce manque de réaction, ce manque de réactivité de la population. C'est devenu je pense, c'est devenu très problématique. Hein. Tout ce qui se passe ici, ils réagissent pas. Vous êtes dans votre voiture, vous voyez, c'est les gens qui sont pratiquement en train de dormir au volant. Le rendement au travail incroyablement bas et moi, j'associe cette chose ici, parce qu'en fait, il y a un phénomène ici très important c'est la propagation des antennes des téléphones, des GSM, tout ça en fait. Hein, et je pense que les personnes ici sont très très affectées par cette situation. Et je pense que c'est en relation avec les antennes. Hein. Tu te rappelles, il n'y a pas très longtemps, il y a eu cette épidémie de Zika virus qui était plutôt dû peut-être d'ailleurs à des épandages de pesticides de la part de Monsanto. Le dit Monsanto a lancé aussi une variété d'anti-moustiques génétiquement modifiés qui n'ont pas bien réussi. Et ils avaient aussi lancé le remplacement des abeilles avec des drones abeilles. Et voilà, tout est lié. Donc le Zika, comme tu en as parlé, en fait, le Zika, pour moi, c'était implanté ici au Brésil et ça a été provoqué par un pesticide. Alors, je ne sais pas si c'est Monsanto. Alors, quand ils ont eu ce problème de moustiques, le gouvernement a essayé d'acheter des moustiques qui ont été modifiés génétiquement. Alors, j'ai vécu un petit temps au Panama et là, effectivement, ça fonctionnait. Hein, ça fonctionnait. Ils ont acheté ces moustiques modifiés génétiquement et ça a très très bien fonctionné. Ici, comme le pays est énorme, ils auraient dû acheter des quantités incroyables et dépenser beaucoup d'argent en fait. Mais c'est prouvé. Hein, c'était prouvé ici par des Brésiliens que ça c'était le Zika, c'est une affaire montée. Quoi. Alors, Jean-Christophe, moi je voulais revenir sur deux petites choses par rapport à ton expérience au DARPA. Donc on s'en était arrêté au fait que tu travaillais du coup sur des drones à partir de nouvelles technologies par rapport à l'autonomie des drones, etc. Bon, je suppose que tout ça, ça a pris quand même un certain temps dans ton cursus, sachant que tu y es resté 2 ans. Finalement, tu es resté que sur ce projet-là ou après tu as attaqué d'autres projets? Donc en fait, moi, quand vous travaillez pour des entreprises de ce genre, vous avez un contrat et puis avec une tâche bien déterminée.
au terme de cette tâche, vous passez à autre chose. Si vous voulez passer à autre chose, ou vous quittez le projet, ou vous quittez l'entreprise, et ça dépend des opportunités qui s'offrent à vous. Après ça, moi, j'ai travaillé pour General Electric Aviation. C'est un projet un peu différent. Mais en fait, ce sont des projets qui, à un moment donné, sont repris par des sous-traitants, en particulier Lockheed Martin, qui est une entreprise, on va dire, officiellement privée, mais qui fait partie du consortium de la NASA. Il existe au niveau mondial, au niveau planétaire, un groupement d'entreprises ou de scientifiques ou de pseudo-scientifiques qui ont le même but, qui font partie de la NASA. Et puis, ça peut être tous les centres spatiaux de différents pays, en fait, qui sont tous liés les uns avec les autres. Lockheed Martin, qui est en fait une branche commercialisée, qui récupère des brevets de la NASA et puis qui les utilise commercialement en fait. Et justement, alors à propos de Lockheed Martin, tu connais sûrement la fameuse interview sur son lit de mort d'un des directeurs de Lockheed, de Skunk Works, Ben Rich. Ouais, j'ai vu. Ouais, tu l'as vu, et donc c'était le directeur de Lockheed Skunk Works dans les années 90 qui disait qu'ils avaient la technologie déjà dans les années 80, fin des années 80 en tout cas, pour ramener E.T. à la maison, l'extraterrestre à la maison. Donc ça veut tout dire. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est juste un aveu qu'ils ont collaboré avec des technologies exogènes extraterrestres ramenées par les nazis après la guerre? Ou est-ce que c'est simplement un pied de nez en disant nos technologies sont vraiment balèzes? Et il disait aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur les capacités extrasensorielles, et c'est ça la clé, il a dit que c'était la clé du voyage interstellaire. Et ça, c'est important parce que le premier drone, piloté par télépathie, est sorti il n'y a pas très longtemps, en 2015, je crois. C'est une société portugaise, Tekever, qui a réussi à faire voler un drone contrôlé uniquement par la pensée. Voilà. Et il a dit que tout ce qu'on pouvait imaginer, il l'avait déjà. Donc là, en fait, le drone, parce qu'en fait, une autre facette du DARPA, c'est tout ce qui est aspect cyborg, tout ce qui est interface et connexion entre l'homme et la machine. Donc, c'est très clair que maintenant, la facilité qu'on a de connecter une personne mentalement à une machine, c'est devenu beaucoup plus simple. Donc là aussi, nous, on avait des interfaces très précises pour pouvoir piloter le drone, non plus avec des manettes ou des choses qu'utilise un pilote courant, mais très simplement avec une simple volonté mentale. Donc il y avait aussi maintenant qu'on en parle, je me souviens, je voulais en parler, mais j'avais complètement oublié. Donc, chaque drone a un objectif bien particulier, en particulier celui de sa capacité. Donc, chaque drone est défini par sa capacité. En général, en temps de guerre, ce sont des véhicules de surveillance. Donc, une chose inquiétante, et je crois que c'est Marc qui en a parlé, c'est le travail de fréquence. Donc, on avait un système embarqué, donc de visualisation, type caméra, qui travaille avec des fréquences qui ne sont pas des fréquences utilisées par l'être humain, en fait. Donc, la vision de l'être humain travaille avec une fréquence précise et relativement petite, ou relativement fermée de fréquence de la lumière, en fait. Donc, je me souviens qu'on avait justement ces systèmes de visualisation des caméras qui travaillent avec des fréquences beaucoup plus ouvertes. Et vous vous demandez pourquoi, puisque de toute façon, il y a quoi là, il y a quoi
ce qu'on voit, c'est ce qu'on doit, c'est ce dont on a besoin. Donc pourquoi on devrait voir d'autres choses? Donc là, très clairement, il y avait un truc un peu louche sur justement la capacité des caméras. C'est pour éviter les entités que le professeur Santelli, avec son nouveau télescope, a pu détecter, je suppose. Ben, ça fait à peu près 3-4 mois que j'ai vu un peu plus de détails à ce sujet, jusque même le Vatican qui est en train de faire une application pour pouvoir détecter des entités, je ne sais pas comment on peut les appeler, hein, des entités qui ne sont pas humaines, donc visibles, qui ne sont pas humaines. Avec la lentille cave du voilà. docteur Santelli. Et puis bon, Pete Hike aussi en a parlé, donc très, très, très clairement ça se regroupe, hein. Très clairement ça se regroupe. Bon, c'est pas rassurant tout ça. En tout cas, c'est effectivement il y a des choses qui sont peut-être cachées, et puis comme ils ont des dizaines d'années d'avance, du coup on n'est pas prêt nous de connaître le fin mot de l'histoire. Alors si, t'as peut-être le fin mot de l'histoire. Pour moi, c'est très simplement le DARPA, c'est une entité militaire, mais qui va à l'encontre de l'évolution humaine. En quelque sorte, oui. Et puis l'ennemi, très clairement, c'est pas l'autre militaire, c'est pas les envahisseurs, c'est nous en fait. C'est la partie d'entre nous qui a été possédée, si on peut dire, par quelques-unes de ces entités invisibles. Voilà. Peut-être les macrobes. C'est comme un parasite de l'esprit, quelque part, qu'il cultive pour mieux contrôler l'espèce humaine. Est-ce que c'est un contrôle mental du comportement? Est-ce que c'est le contrôle des populations par rapport à la surpopulation? Ou est-ce que c'est simplement une modification ADN qu'ils essayent de mettre en place pour tourner les humains plus vers des sortes de robots humains, de robots organiques beaucoup plus malléables? Castaneda dénonçait les flyers en anglais, qu'on pourrait dire prédateurs, volants d'ailleurs, et qui, comme un attaque magnifique avait élaboré ce plan-là, ils nous ont donné leur façon de penser. C'est-à-dire une prédation constante. Oui, mais on voit chez l'humain que l'humain n'est pas forcément en majorité un prédateur, c'est-à-dire qu'il est conditionné par son environnement. Il y a des instituts d'ingénierie sociale qui sont là pour ça. L'Institut Tavistock, Aldous Huxley l'avait démarré, financé par Rockefeller. Mengele y avait fait un petit stage aussi. Donc voilà, on voit tous les psychopathes du XXe siècle qui étaient réunis depuis les années 20, et je ne sais pas s'il existe toujours, je crois qu'il a encore pignon sur rue. Enfin, ça s'appelle peut-être autrement maintenant, ces agences. Mais c'est de l'ingénierie sociale, donc on voit quand même qu'il y a une volonté programmée derrière, un programme qui veut contrôler les masses, qui veut les orienter dans certaines directions, sur certains points. Donc la même chose pour la DARPA au niveau robotique, parasite, génétique peut-être est-ce qu'il y a un rayon génétique à la DARPA, ou est-ce que c'est simplement de la robotique Bon Marc, je peux pas te répondre, mais tout ce qui est, en fait, la DARPA il explore quoi. Le DARPA il explore toutes les opportunités et toutes les innovations pour être à la pointe d'une stratégie militaire de défense. Donc, si la modification génétique peut être une de ces opportunités, là, on est sûr et certain que le DARPA travaille dessus. Mais à qui profite le crime, Jean-Christophe? Si vraiment on se pose la question, si on part de ce principe que le DARPA développe des outils pour pouvoir non pas se défendre de l'ennemi, non pas se défendre d'une éventuelle invasion extraterrestre, mais pour se défendre de l'être humain en général et donc le maîtriser, ça arrange qui de maîtriser les hommes?
je pense que nous sommes à une époque où le gouvernement ou les élites sont au courant de choses que nous non, que nous ne savons pas. Donc, mais ça peut très bien arriver. C'est une hypothèse que beaucoup d'entre nous déjà élaborée. C'est qu'on arrive à une masse critique de personnes qui vont être conscientes de la situation de ce monde et qui va se rendre rebelle contre la NASA, contre le gouvernement, contre les élites, contre les banques, contre les politiciens. Et donc, à ce moment-là, ça va être très difficile pour eux de se protéger et de maintenir cette situation en place. Ça, c'est à qui profite cette situation? Ce sont les élites, hein, ce sont les élites placées au gouvernement et ils ont les cartes pour pouvoir financer des programmes comme le DARPA, pour financer des programmes comme le NRO, la NASA, et ils ont l'argent, c'est notre argent. De toute façon, ils nous volent, hein, et ils nous voleront encore. Hein, ils utilisent notre argent pour financer leur défense et puis financer notre en anglais, on appelle ça dumb down, pour nous rendre un peu plus idiots chaque jour. Ouais. Bon alors, une question aussi qui nous taraude, c'est pourquoi est-ce que tu as mis fin à ta mission au DARPA? C'est toi déjà qui as mis fin ou finalement c'est un contrat CDD comme on dit en France? Non, comme on dit en français, c'est un CDD. Quand vous arrivez à terme de l'objectif qui vous est alloué, vous avez différentes options. De toute façon, le projet dans lequel vous êtes, vous fermez ce projet et soit vous avez d'autres opportunités pour rester dans l'entreprise, ou bien vous allez en dehors de l'entreprise. Moi, j'ai décidé d'aller en dehors. Est-ce que tu avais le sentiment qu'il y avait beaucoup de turnover? Oh oui, énormément. Mais ça fait partie du jeu. Hein. Ça fait partie du jeu parce que c'est des choses. Moins de temps vous restez dans l'entreprise. Si c'est une entreprise comme le DARPA, moins de temps vous restez, moins vous en savez en fait. C'est ça. C'est là-dessus où je voulais en venir. C'est cette façon un petit peu déguisée finalement de pouvoir maintenir le secret. C'est-à-dire que d'un côté, on a besoin d'avoir des matières grises pour pouvoir continuer à faire avancer les projets. Donc on va repérer des personnes ayant de bonnes capacités qui vont pouvoir vite intégrer le projet et vite arriver à un résultat sur un bout de quelque chose. Donc au début, on les teste pour voir leur capacité et on les fait travailler sur quelque chose qui somme toute est assez entre guillemets humain, moderne, c'est-à-dire on va travailler sur des cellules photovoltaïques, sur de l'hydrogène, etc. Et quand on sent ou qu'on a pu vérifier, vous devez sûrement peut-être passer des tests régulièrement, etc. Quand on a pu vérifier que vous êtes apte à pouvoir travailler sur quelque chose, vous n'allez pas forcément comprendre, mais que sur la période où vous allez travailler dessus, vous allez quand même réussir à le faire avancer parce que finalement, on va vous faire résoudre une problématique sans vous donner l'ensemble du problème, hein, comme le fait de vous dire bon, c'est bon, le problème d'énergie, ça c'est réglé, vous inquiétez pas. Maintenant, on a juste besoin de savoir comment le positionner avec un volume qui ressemble à ça. Et puis une fois que c'est fait, pouf, on prend une nouvelle équipe et rebelote, pendant un an on les teste, on voit s'ils sont capables, et du coup ça permet de pouvoir continuer à avancer, à faire avancer ces nouvelles technologies, sans qu'il y ait de réelle fuite, parce que les gens restent pas suffisamment longtemps pour pouvoir apprendre suffisamment de choses, et il n'y a qu'un tout petit groupe très, très trié sur le volet qui reste longtemps. Ouais, tout à fait. Ce sont des projets qui ont différentes étapes. Hein. C'est des projets qui, en général, ont entre 10 et 15 étapes. Hein. Et donc, c'est à chaque fois 10 à 15 teams différents. Et donc, tout à fait, c'est un turnover énorme. Il y a des gens qui peuvent rester 2 mois, hein, une semaine, juste pour résoudre un problème très ponctuel. Et puis bye bye. Mais ça, c'est très commun, en fait, pour des entreprises militaires, même les militaires, hein, vous savez, les militaires nord-américains, ce ne sont pas des militaires de carrière en général. Hein. Ils font
ils travaillent comme militaires 2 à 4 ans, pas plus. Donc c'est très commun en fait, c'est très commun. Je suppose que quand tu rentres là-dedans, tu es scanné. Rien ne dit que tu n'as pas été pucé, implanté. Rien ne dit non plus qu'à priori, peut-être tu te fais abducter la nuit et tu continues à travailler sans le savoir. Avec la secrétaire. Mais non, avec les secrétaires. Avec les secrétaires. Mais non, quand vous entrez, mais c'est très commun aussi. C'est ce dont on parlait au début. Quand vous rentrez dans des postes de ce genre, vous avez comment ça s'appelle, un contrôle avec un détecteur de mensonges. Donc c'est très très simple. Ça dure 5-10 minutes. Et vous n'avez pas le choix, vous faites ce contrôle. Et puis. Ça fait longtemps que Robocop et puis Judge Dredd avaient un logiciel d'authentification de la sincérité du témoin, enfin, ou de l'interlocuteur. Ouais. Mais bon, il y a aussi des gens, il y a des psychologues qui travaillent aussi là avec vous, hein, qui. Vous pensez que c'est un collègue, vous pensez que. Puis bon, il vous fait quelques questions et il vous sonde en fait, hein, pour savoir si vous mentez, si vous êtes un peu à l'écart. Mais ça, c'est comme je vous l'ai dit, pour ce genre d'entreprise, c'est tout à fait normal et puis ça devient une normalité de travail. Men in Black, mais officiel, quoi, à découvert. Est-ce qu'il y a une interaction avec des lobbies, par exemple, qui viennent vous visiter en quelques mois? Tu n'as peut-être pas du tout vu quiconque, hein, comme le gars qui s'est présenté pour le mouvement de l'intelligence artificielle aux États-Unis, dont je me souviens plus le nom. Tu sais, il s'est présenté. Il a un nom slave. Et derrière, tu as Ray Kurzweil et tout le mouvement Google et Elon Musk pour le transhumanisme au pouvoir, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui prendra le dessus avec les nanorobots, le smart DOS, les vêtements intelligents, la régénérescence des cellules. Je ne sais pas si tu as entendu parler de progrès médicaux par rapport à cette régénérescence des cellules. Tu sais qu'ils parlent depuis longtemps de cette, par exemple, des amputations sur des terrains de guerre, que le bras, ils ont trouvé faire repousser le bras, mais ça, c'est au sein du programme spatial secret qu'il y a eu des témoignages comme ça. Est-ce qu'au sein de la DARPA, on envisage ça uniquement, on l'envisage, ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui est acquis et qui attend d'être pondu officiellement quand ça sera rentable, par exemple, pour le lobby médical? Non, là, en parlant de l'intelligence artificielle, il existe déjà des systèmes autonomes qui ont donc un but bien particulier, qui sont définis par fonction et qui disposent d'une intelligence artificielle et même un peu plus qu'artificielle, un peu plus avancée. Et justement, je suis rentré sur la page du DARPA aujourd'hui, puis j'ai vu là dans la première page du site de DARPA qui indique Our Research, il y a un système ARC qui s'appelle Adaptive Radar Countermeasures et aussi Adaptable Navigation System, ANS. C'est un système qui permet la navigation autonome, donc sans la nécessité de quelqu'un pour pouvoir naviguer l'UAV. Bon, quand je parle d'un UAV, ça peut être aussi un robot, ça peut être un véhicule 4 roues, ça peut être 2 roues, ça peut être n'importe quoi en fait. Mais ça, oui, c'est seulement il est fermé en fait. Il a pas de communication, il n'a pas de système de communication sur l'arrêt d'internet. Seulement avec le système de pilotage au sol. Dans mon cas, c'était comme ça en fait. Donc vous laissez l'UAV et puis il vole totalement de manière autonome, sans action de l'être humain. Donc derrière ça, il y a un système de contrôle semi-intelligent en fait. En fait, on se dirige vers Terminator, hein, c'est un peu ça, hein, ce qui avec le Skynet peut-être un jour, ce qui correspondrait au NRO, qui peut mettre en place ce fameux Skynet du film Terminator. C'est un peu vers ça qu'on se dirige, hein, quelque part.
des robots qui pourraient s'auto-reproduire eux-mêmes et puis réfléchir par eux-mêmes, s'auto-fabriquer et se multiplier. C'est Matrix aussi. C'est un peu Matrix. Bah, c'est Matrix, hein, c'est totalement Matrix. Hein. Je crois que les machines, si elles considèrent, si on leur donne cette intelligence, elles vont vite comprendre que l'être humain n'a recherché dans toute l'humanité que de s'auto-détruire. Donc, cette technologie, ces machines, la technologie des machines va faire en sorte que ça soit un peu facilité. Hein. Mais je pense que le jour où on connecte comment ça s'appelle, le net, Terminator, le net. Le Skynet. Le Skynet, ben c'est la fin pour tous. Hein. Ouais, mais c'est peut-être ça leur but, hein. Outre les avancées du CERN, comme tu as dit, qui ont réussi à ouvrir des portails. Bon, les Stargates, apparemment, aux quatre coins du monde, ces fameux croisements telluriques, soit artificiels ou naturels, il y a toujours des militaires à côté. Hein, au pied de la pyramide de Khéops, sur le plateau du Gizeh, il y a un camp militaire. Il y a un camp militaire à peu près partout où il y aurait des Stargates potentiels. Donc en Irak. Le CERN est sur une Stargate ou bien sur un gros croisement tellurique. Mais là, on a cassé le moral à tout l'auditoire. Hein. Maintenant, il va falloir trouver quelques solutions. Hein. Et comme je vois que la CIA a bossé pendant 15 ans sur la télépathie, entre autres, et que tous les moyens qui sont mis en œuvre, chemtrail, Wi-Fi, etc., OGM, transformation d'ADN, sont faits pour nous zombifier, moi j'imagine qu'il faut qu'on récupère nos capacités psy, et donc il faut d'abord décrasser le terrain, puis après faire des exercices de concentration, de visualisation, pour augmenter l'intuition, pour augmenter les feelings, pour arriver à développer notre vision éthérique, et comme le télescope de Monsieur Santelli, et finalement arriver à percevoir si on a un essaim de nanodrone qui va nous droner la gueule, ou si on sent que la personne a un comportement à double sens, ou de façon à je sais pas, à se protéger d'une manière ou d'une autre, soit fuir, soit se protéger énergétiquement, si c'est possible, je ne sais pas. Très pessimiste. Hein, pour se protéger. Gardons le moral parce que c'est important. C'est important, mais se protéger de saison, se protéger même du fluor, se protéger de toutes ces alimentations modifiées génétiquement. Donc ça va être c'est difficile, c'est plus difficile chaque jour. Hein, moi je suis arrivé ici, c'est vrai qu'il y a un peu plus de facilité, il n'y a pas de chemtrails, hein, mais par contre il y a beaucoup de nourriture modifiée génétiquement, il y a beaucoup d'antennes, donc à un moment donné il va falloir s'isoler beaucoup, quoi. Je pense que avant on disait on est ce que l'on mange, et dernièrement le docteur Richard Alan Miller a changé cette formule en disant je suis qui je nourris. Donc voilà, on se prend en charge d'une manière on fait de la excusez-moi, on influence notre ADN par notre psychisme. C'est l'épigénétique, voilà. Oui, Marc. Christophe, les technologies à énergie dirigée, ce qui est très important parce que ces fameux canons à ondes, ces fameux... tu connais le rapport du docteur Judy Woods sur les tours du 11 septembre, le World Trade Center, sur les 3 tours. Oui. J'ai pas lu tout, mais il y a des choses que oui. De technologie à énergie dirigée. Est-ce que ça, c'est la DARPA qui s'occupe de ça? Très probablement. Très probablement. Ouais. Très probablement parce que, comme je t'ai dit, Marc, tout ce qui est ces technologies à fin militaire ou de défense, et utilisé par la défense ou le gouvernement, ça passe par le DARPA. Ça passe pas par autre. Ça passe par le DARPA et ça passe par le NRO.
Le NROC Mood, c'est beaucoup plus difficile de rentrer et savoir exactement ce qu'ils font. Le DARPA, c'est un peu plus facile. Sur la page internet qu'ils ont, il y a des détails, ça fait même très peur, quoi. Vous avez là la liste de tous les projets qu'ils ont, et avec pas mal de détails, et puis il faut tirer des conclusions, quoi. Ouais. Et donc, aussi, la dernière question, c'était l'emblème. Les emblèmes, parce que ça, c'est pas mal, c'est assez important, et c'est le cas de dire emblématique, symbolique, enfin, quelles sont leurs allégeances secrètes. C'est-à-dire que la DARPA, l'écusson, est différent du NRO. Le NRO, c'est une espèce de dragon, là, je ne sais plus, il me semble. Donc, voilà. Donc, au niveau du symbolisme, ce sont deux choses différentes, mais qui se regroupent. Le DARPA, quand vous voyez le logo du DARPA, j'ai face de moi là, c'est la Terre, en fait, en forme de globe, de couleur bleu, gris, métallisé. Et puis, vous avez le DARPA qui est au-dessus, puis vous avez les lignes qui font un peu comme une cage. Et le symbole, justement, de tout ça, et puis je t'ai passé la photo, là. C'est une photo avec une personne qui a une lance, et puis il dirige cette lance vers le ciel. Et il y a un dicton de Franz Liszt, donc en anglais, c'est to cast a javelin into the infinite spaces of the future. Je pense que on va essayer de traduire ça avec c'est lancer un javelot ou une lance dans les espaces infinis du futur. Donc c'est super symbolique, et puis on comprend. En fait, c'est très simple. Aux États-Unis, tout ce qui est symbolisme, ça représente bien qui est derrière tout ça. Le NRO, vous avez tous les différents programmes, et là on rentre carrément dans le satanisme. Dans le satanisme, si les personnes qui écoutent qui visualisent cette émission ont l'opportunité de voir les écussons des différents programmes spatiaux, ça fait vraiment, vraiment froid dans le dos. Vraiment froid dans le dos. Et puis c'est pas inventé, quoi. C'est pas inventé. Ça, c'est tout à fait. Moi, je suis plutôt de cette lignée-là, en fait, de découvrir un peu le côté satanique de tout cet agencement. Le NRO très très clairement est baigné dans le satanisme. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... Et le côté reptilien qui est lié au satanisme, donc Draco. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait dans le bas astral, c'est ses connexions avec ses prédateurs, et donc c'est cette domination. Moi, j'ai trouvé la Terre qui n'était pas un globe, justement, sur le logo de la DARPA, c'était plutôt une Terre oblate, comme ça, là. C'est assez bizarre. Non, mais là, sur le DARPA, c'est oblong, c'est assis, c'est écrasé comme ça. Oblong, voilà. C'est ça. Mais bon, il y a un banquier hollandais dernièrement qui a avoué être sorti du club dans lequel il gérait les fortunes des 8000 plus hautes fortunes de la planète. Au moment où il a dû faire des sacrifices d'enfants, il a dit que oui, j'ai vu ça. Pratiquer le satanisme, on n'y croit pas, mais eux, ils le font. Il y a un autre gars qui est très très intéressant qui s'appelle Marc Passio. Oui. Lui, c'était aussi un ancien sataniste durant des années, puis un jour il en est sorti. Je pense que ça doit être pour les mêmes raisons que notre ami hollandais. Puis à un moment donné, ils lui ont demandé de faire des sacrifices humains, et puis il est pas rentré dans le jeu. Et puis aujourd'hui, il explique un peu tous ces côtés, ces mises en scène sataniques, et puis il parle du NRO. Et il fait une analyse très complète du NRO à travers les activités du NRO, et puis à travers les badges du NRO. Donc c'est très lié à la NASA aussi. Oui, il fait pas mal de vidéos en anglais, mais je crois qu'il a aussi écrit des livres. Il doit être à son 3 ou 4e. C'est des romans, mais ça doit traiter de ça. Marc Passio, oui. Moi, je suis surtout les vidéos, en fait, parce que c'est déjà comme ça, c'est très éducatif. Ok. Bon, en tout cas, je pense que... Oui, Marc, tu avais encore un truc à dire ? Il a tout à fait confirmé mon intuition et mes déductions sur l'importance cruciale
du contrôle de la matrice et de cette grille énergétique terrestre par le NRO. C'est vraiment l'organisme secret qui chapeaute tous les autres. C'est la poupée russe, en fait, c'est le fer de lance de tous ces programmes. Ouais, vous voyez, regardez sur le logo du DARPA, c'est très clairement quoi? C'est très clairement la finalisation du chemtrail. Oui, c'est l'homogénitus. C'est le chemtrail qui est quadrillé, c'est la nouvelle appellation, l'homogénitus, donnée pour voilà. Et c'est un quadrillage. Donc ça pourrait être tout à fait le symbole de la DARPA, cette terre quadrillée, tout à fait. Bon, mais en tout cas, je pense qu'on a vraiment fait un joli tour d'horizon sur cette toute petite partie du programme spatial secret qu'est la DARPA. On a commencé un petit peu à titiller le NRO. Voilà, la prochaine fois, on fera une émission pour aller vers ce NRO, et puis toutes les autres agences que l'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, et pour arriver aux véritables programmes spatiaux secrets, comme le fameux Solar Warden, plus tout un tas d'autres programmes dont vous ignorez sûrement l'existence, et puis moi aussi, parce que c'est pas forcément mon domaine de spécialité. En tout cas, voilà, Jean-Christophe, vraiment, c'était un grand plaisir de t'avoir ce soir parmi nous. Tu vois, je pense que tu nous as apporté pas mal d'éléments de réponse. C'était avec un grand plaisir que j'ai participé à cette réunion, c'était très très bien. Et moi, j'avais quand même une dernière question ultime. Attends, vu que t'as fabriqué des drones pendant 2 ans, t'aurais pas un plan pour avoir des drones pas chers? Bon, on en vend un qui est très bien, hein, le DJI Mavic. Ah, il est fait par la DARPA? Non, mais il fonctionne bien. Ok, bon en tout cas voilà, tu repasses quand tu veux, si tu as envie de repasser pour les prochaines discussions autour de ce sujet, c'est avec grand plaisir. Nous, on se retrouvera, messieurs, le mois prochain pour une émission spéciale sur les voyages temporels. Merci et à très bientôt dans un autre continuum espace-temps le mois prochain. Ou le mois dernier. Ou le mois dernier peut-être. Pam, merci d'être venu. Ce fut un plaisir et j'ai adoré la participation de Jean-Christophe. Une pointure. Merci beaucoup. C'était une super bonne idée. Je suis très heureux de t'avoir invité, d'avoir pensé à t'inviter sur cette émission. C'était vraiment génial. Et c'est bien d'avoir le témoignage de quelqu'un qui était à l'intérieur d'un des programmes. Donc c'est super. C'était un plaisir partagé. Et une valise de fleurs pour Marc. Allez, merci d'être resté jusqu'au bout et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Thank you.